Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa, votre magazine de l'économie et de l'entreprise. Et comme vous le savez, aujourd'hui encore, 150 $ à gagner en fin d'émission avec le jeu Business Africa. Mais tout de suite, voici les titres. Cap sur Douala et son nouveau grand mall. C'est le dernier né de la tendance hypermarché géant qui a commencé à déferler sur l'Afrique. Les personnes qui viennent se sentent clairement valorisées, contrairement à d'autres espaces où elles ont pu aller auparavant. Donc ce qui a rendu l'engouement très très fort. Des tentes pour accueillir familles et invités au Togo, coup de projecteur sur un business florissant. La construction des appartements se faisait avec les branchages, soit de palmiers, soit de cocotiers. Et avec l'évolution, actuellement nous sommes à la phase des bâches. Protection des brevets, des marques et lutte contre la contrefaçon, c'est la mission de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, l'OAPI. Très souvent, à 80%, ils découvrent la propriété intellectuelle dans le cadre d'un contentieux, dans le cadre d'une contrefaçon. Douala, la grande métropole économique du Cameroun, a ouvert il y a quelques mois le plus grand centre commercial de la région. Ce développement se place dans une tendance générale. Plusieurs pays du continent comme l'Égypte, le Kenya, le Maroc, le Nigeria ou encore Djibouti ont déjà fait le choix d'adopter ces grands magasins multicommerces adossés à des galeries marchandes de boutiques. Le concept séduit autant les consommateurs que les entreprises. Il constitue un véritable atout pour la métropole littorale du Cameroun. Notre correspondant Boubacar Mounchili s'est rendu sur place pour mesurer cet engouement. Regardez. Douala, métropole économique du Cameroun. À quelques jets de pierre de l'aéroport international, le Douala Grand Mall s'impose de lui-même. Ce gigantesque espace commercial abrite des entreprises et enseignes tant nationales qu'internationales qui offrent tout type de produits, parfois à des prix à portée de tous, des services et des opportunités, de quoi satisfaire la demande d'une population sans cesse à la recherche des facilités et des nouveautés. Franchement, j'ai été très surprise de voir qu'il y avait tout. Quand je vois comment j'ai payé les excédents de bagages, parce que je me disais qu'il faut que je prenne, si je prenne ça. Pourtant ici à Carrefour, j'ai trouvé tout ce que j'ai à Carrefour là-bas et à des prix parfois même légèrement inférieurs. Pour toutes les raisons, les clients et autres visiteurs défilent ici près de 10 000 personnes par jour. D'après les responsables de ce centre, le Douala Grand Mall allie à la fois commerce, divertissement et loisirs. Les personnes qui viennent se sentent clairement valorisées, contrairement à d'autres espaces où elles ont pu aller auparavant. Donc ce qui a rendu l'engouement très très fort. C'est un joli centre. Il contient presque tout ce dont vous avez besoin. Lorsque vous entrez ici, vous pouvez obtenir tout ce dont vous avez besoin dans votre maison, dans votre bureau et ailleurs. Je suis heureux. L'endroit est sympa. Il est vraiment arrivé au bon moment pour servir les Camerounais. 160 magasins et boutiques, un grand parking souterrain, un multiplex de 5 salles de cinéma, un supermarché qui fait courir, des services de banque, de téléphonie, d'assurance et de pharmacie, des offres de tout genre et la liste est longue. Plus grand centre commercial de la zone CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, le Douala Grand Mall est implanté sur une surface de 18 500 mètres carrés, de quoi offrir de la place à toutes sortes d'entreprises imaginables à la conquête des clients, avec un accent particulier mis sur le Made in Cameroun. Ici, nous proposons du Made in Cameroun parce que l'objectif est de promouvoir le Made in Cameroun, de faire comprendre à nos amis étrangers que les Camerounais peuvent faire de belles choses. Par exemple, des chaussures comme ça, on les fait au Cameroun. Tout le matériel que nous utilisons, c'est fait au Cameroun. Il y en a certains qui sont tissés à la main. Les responsables de Douala Grand Mall mettent en avant 4500 emplois directs et indirects qui devraient être générés par les activités commerciales du centre. Mais au-delà des bénéfices directs aux populations et aux entreprises, c'est également le développement de toute la métropole qui va être dynamisé, à commencer par l'avenir de la commune de Douala 3e qui héberge cette hyper-infrastructure commerciale. Cela modernise un peu l'urbanisation, cela modernise la vie de ces populations parce que vous savez que l'implantation
d'une grande surface comme celle-là est usuellement, s'adressait usuellement à une catégorie de population qui on pensait aisée, très aisée, mais aujourd'hui on se rend compte que c'est tout le monde qui trouve son compte dans ces magasins. Nous on est vraiment satisfaits parce que cela réoriente les pôles de demande, c'est-à-dire au niveau de la circulation. On sait qu'il fallait aller à quoi? Il fallait aller pour avoir à faire ce genre d'achat. Aujourd'hui, on viendrait vers chez nous pour se ravitailler. Avec un taux d'occupation d'un peu plus de 70%, près de 4 mois seulement après son ouverture officielle en décembre 2020, il s'agit là de la première phase d'un vaste et ambitieux projet dont le second volet, annoncé, promet tout aussi de donner un autre visage à la ville de Douala, au Cameroun tout entier et la sous-région. C'est la première phase, donc le Douala Grand Mall suivra donc la phase 2, le Douala Business Park, qui va donc être comme une destination aujourd'hui pour les Camerounais en premier, mais bien sûr aussi pour l'Afrique centrale. Pour y parvenir, il a fallu un investissement de plus de 80 milliards de francs CFA, environ 149 millions de dollars USA, dont plus de 50 milliards pour la première phase, fruit d'un partenariat entre le fonds d'investissement britannique Actis et l'entreprise locale Craft Contractor. Un précieux investissement qu'on entend fructifier à travers la satisfaction d'une demande et des attentes sans cesse croissantes des populations et à travers un plan de maintenance de ce joyau qui fait aussi la fierté du Cameroun. Pour l'entretien du centre commercial, nous avons un plan de maintenance quotidien, hebdomadaire, mensuel et approuvé, de sorte que des techniciens hautement qualifiés travaillent dans le centre commercial. Nous respectons chaque jour le calendrier et nous le maintenons à jour pour garder le centre commercial à un bon niveau. Après Douala, Yaoundé, la capitale du Cameroun, attend aussi son mall. Le chantier avance. Son ouverture viendra compléter la liste des grands centres commerciaux sur le continent africain, qui n'essaie de s'allonger au grand bonheur des populations et des acteurs de la grande distribution, tant nationale qu'internationale. Depuis quelques années, on assiste à une poussée de fièvre d'implantation des grandes surfaces commerciales en Afrique. Preuve sans doute que ce continent est une mine d'opportunités. Entre 2011 et 2018, par exemple, le nombre de centres commerciaux a doublé sur le continent africain, d'après le cabinet d'études de marché Sagacity Research, dans sa 6e édition d'études Shopping Malls in Africa. Quand l'Agence africaine du médicament va-t-elle voir le jour? Alors que la pandémie de Covid-19 continue de gagner du terrain, le président rwandais Paul Kagame demande une accélération du processus. L'Agence africaine du médicament a bien été créée en 2019, mais à ce jour, seulement 8 pays sur les 18 signataires ont ratifié le traité. Pas encore assez pour mettre en place cette institution qui permettrait de rationaliser l'approbation de circulation des médicaments en Afrique et porterait un coup d'arrêt à la contrefaçon. Les pertes des compagnies aériennes africaines devraient avoisiner les 11 milliards de dollars rien que pour l'année passée. Devant cette situation, plusieurs États du continent se sont engagés à verser des millions de dollars de subventions pour éviter les faillites en série. Le transporteur Egypt Air a décidé quant à lui de profiter de la reprise à venir pour préparer une expansion africaine à travers des co-entreprises. Il vient de créer à Accra une nouvelle compagnie, Air Ghana, et se trouve en pourparlers pour une collaboration avec Sudan Airways. Direction le Togo pour notre deuxième reportage. À Lomé, les apatam, ces grandes tentes démontables, ont fleuri un peu partout ces dernières années. Elles sont installées le temps de cérémonies officielles comme les meetings politiques, mais aussi les funérailles. C'est une bonne affaire pour des entreprises privées qui se sont lancées sur ce marché très rentable. Jean Agbosté. Au Togo, comme partout ailleurs sur le continent, les funérailles sont de véritables industries pourvoyeuses de multiples services, comme la location des apatam, ces tentes érigées pour accueillir des manifestations de tout ordre. C'est le week-end à Lomé. Ici, la rue prête son cadre à des funérailles. Ces cérémonies se déroulent à l'accoutumée sous des tentes communément appelées apatam. On peut remonter à l'origine
des Apatam en pensant à la place publique que l'on appelle en Evé à Blomé. Les funérailles, les procès et les parties de tam-tam se faisaient sur cette place-là. La construction des Apatam se faisait avec les branchages, soit de palmiers, soit de cocotiers. Et avec l'évolution, actuellement nous sommes à la phase des bâches. Aujourd'hui, les Apatam sont apportés dans les villes avec une touche moderne. On les retrouve à toutes les occasions, notamment lors des cérémonies officielles, meetings politiques, événements socioculturels, réjouissances ou deuils. Et c'est devenu un vrai business géré par des sociétés. Avant, ces Apatam se faisaient rarement. Maintenant, nous sommes très sollicités pour chaque événement funéraire ou même pour les cérémonies de joie, d'anniversaire et de mariage. Oui, on est sollicité. Un Apatam coûte environ 20 000 francs CFA, soit 30 €. Chaque semaine, certains prestataires font un chiffre d'affaires de 800 000, voire 900 000 francs CFA, soit 1 200 à 1 500 €. C'est une affaire très rentable. Par le passé, la construction des Apatam était une exclusivité de la direction des services techniques, encore appelée voirie, un service qui relève de la municipalité. Les services techniques de la ville ont commencé par ériger les Apatam il y a très longtemps. Et nous le faisions à l'occasion des fêtes officielles. Pour ces différentes manifestations, les lieux indiqués, c'est soit sur les chaussées, soit sur les réserves où il n'y a pas d'abri. Et ces manifestations sont temporaires. Donc, la municipalité a l'idée d'ériger les Apatam. C'est facile pour le montage, c'est également facile pour le démontage. Les sociétés privées ont vite compris l'intérêt de se lancer dans le secteur. On en compte une centaine aujourd'hui, toutes légalement installées. Une activité en plein essor qui génère de nombreux emplois. Quand ça marche bien, on utilise plus de 50 personnes. Parce qu'il faut avoir des monteurs, des gens qui sont spécialistes dans le montage des Apatam. Des gens qui sont là pour les chaises. Donc eux, ils sont chargés de sortir les chaises, de les surveiller et de les contrôler au moment du retour pour voir s'il n'y en a pas de cassés. Dans certains quartiers, beaucoup de personnes aiment voir dresser ces tentes. Pour elles, la construction des Apatam est une aubaine pour leur quartier qui profitent de leur installation pour faire peau neuve. Les rues sont nettoyées, les trous et les flaques d'eau bouchés avec du sable fin. Je trouve que la construction des Apatam sur les rues des quartiers est une bonne chose parce que quand on démonte les Apatam après les funérailles, les rues sont jolies à voir. Une fois démontées, les tentes laissent des trous sur la chaussée. La mairie, consciente de cette situation, exige toujours que les constructeurs d'Apatam se conforment au règlement en vigueur, celui d'avoir une autorisation avant toute occupation de la voie publique. Très souvent, c'est une activité qui se fait sur nos voies. Et donc, sur certaines voies importantes, la mairie ne saurait garder un calme quand on sait que la circulation serait perturbée à cet endroit. Il faut avoir une autorisation et l'autorisation est transmise à la police pour faire enquête. C'est à l'issue de cette enquête que le maire donne l'autorisation. La tranquillité des populations serait aussi mieux respectée si l'administration entretenait comme il se doit jardins publics et réserves administratives. Il faudrait que dans les nouveaux quartiers qui naissent, on laisse tranquille les réserves administratives. Et si vous considérez l'ancienne ville, il y avait, je crois, 3 à 4 places. Il y avait la place Fréau qui est restée heureusement. Il
il y avait la place Van Vollenhoven du côté de Air Afrique. Si on y avait pensé, on aurait aujourd'hui des endroits où tous les habitants du quartier auraient autorisation à aller faire les funérailles. Mais en attendant d'être repensés et réorganisés, les Apatams poursuivent leur petit bonhomme de chemin dans les rues de Lomé. Activité génératrice de revenus, la construction des Apatams crée de la richesse et contribue à diminuer le nombre des jeunes gens qui chôment faute de travail rémunérateur. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. Nous revenons maintenant sur la situation du Sénégal. Le pays a suscité des inquiétudes le mois dernier lors de violents affrontements dans plusieurs villes après l'arrestation d'un opposant politique. Le calme est aujourd'hui revenu, mais le contexte actuel rassure-t-il pour autant les investisseurs? Pour répondre à cette question, je suis rejointe depuis Dakar par Moustapha Sow, fondateur et président de la banque d'affaires panafricaine SF Capital. Bonjour Moustapha Sow et merci de me rejoindre sur Business Africa. Quelle est votre analyse de la situation économique et financière du Sénégal à l'issue des troubles récents? Bien évidemment, il y a toujours cette fameuse question où, par exemple, au Sénégal, on a une émeute de 2-3 jours et ça impacte la notation. Au moment où, par exemple, aux États-Unis, le Capitole a été attaqué et ça n'impacte pas. Donc, il y a toujours ces questions-là qui arrivent. Mais malheureusement, c'est l'Afrique. Je pense que c'est une situation qui est déplorable, mais qui, in fine, moi, je pense que ça va se corriger parce que l'analyse du risque est bien évidemment faite sur la durée. Historiquement parlant, le Sénégal a toujours été considéré comme un pays stable. Et effectivement, malheureusement, les récents événements ont semé le doute, bien évidemment, dans la tête des investisseurs. Et j'ose espérer, en tout cas, que ce doute-là va bientôt disparaître pour permettre au Sénégal, bien évidemment, de retrouver la confiance qu'il avait au niveau des investisseurs. Vous avez le sentiment que cette confiance s'est amenuisée? Écoutez, notre cabinet, nous, on travaille avec beaucoup d'investisseurs, notamment aussi bien des investisseurs des entreprises de construction, des investisseurs des banques, bien évidemment étrangères, sur lesquels, je pense, ces 3-4 derniers mois et même au moment des émeutes, aujourd'hui, on est en train de continuer les discussions, on a nettement avancé sans que ces questions ne se posent, mais on ne peut pas aujourd'hui dire que non, l'impact, c'est qu'aujourd'hui, les investisseurs ont décidé de regarder ailleurs ou de mettre en veille leur décision d'investissement parce que ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui par rapport, en tout cas, aux transactions sur lesquelles on avait entamé avant cette crise-là et sur lesquelles aujourd'hui on est en train de travailler. Aujourd'hui, on a ce matin pas mal de calls avec des investisseurs anglais. Et voilà, ce doute-là n'est pas là. Il continue d'avoir le même appétit et le même intérêt pour les investissements directs étrangers au Sénégal. En dépit des inquiétudes sur la dette des pays africains? Moi, j'ai toujours eu une analyse différente de cette discussion autour de la dette. Comme je l'ai toujours dit en bon financier, moi, je n'ai jamais eu de problème par rapport à la dette. Mon problème a toujours été par rapport à l'utilisation de la dette. Entre autres, il faut s'assurer que l'endettement puisse créer de la valeur ajoutée et puis permettre à l'économie, bien évidemment, d'avoir une croissance qui pourra, bien évidemment, permettre de servir cette dette-là. Je le dis souvent, l'erreur que souvent on fait, c'est que quand on investit dans des infrastructures, qu'on puisse attendre un retour sur investissement dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ce n'est pas le cas. Les infrastructures, c'est le long terme. Et donc, quand tu sèmes aujourd'hui, il faut attendre 5 ans, peut-être 10 ans ou peut-être même plus pour voir le résultat. Mais alors, quelle stratégie envisagez-vous pour contourner les obstacles au financement? Je pense qu'il faut vraiment se tourner vers ces investissements qui viennent du secteur privé, bien évidemment avec l'appui des banques de développement à être un peu plus flexibles, aussi les banques commerciales et les partenaires bilatéraux, qu'on soit aussi ouvert en termes de partenariat, qu'on ne donne pas ce sentiment que le secteur privé d'un pays particulier
est mis aujourd'hui en marche au détriment des investisseurs étrangers, qu'on puisse mettre, par exemple, un cadre très spécifique qui pourrait permettre aux investisseurs sénégalais et aux investisseurs étrangers de pouvoir cohabiter ensemble pour pouvoir permettre non seulement au Sénégal, mais aussi dans les autres pays africains à résorber ce gap de déficit de financement des infrastructures qui est quand même énorme. Moustapha Sor, merci beaucoup. Comment financer l'après-Covid en Afrique? Le Fonds monétaire international réfléchit à l'allocation de 650 milliards de dollars américains supplémentaires en droits de tirage spéciaux. Ces droits de tirage spéciaux, c'est l'actif de réserve internationale du fonds. Il vient en complément des réserves officielles des membres du FMI. S'il est augmenté, il pourrait permettre d'orienter des ressources financières des pays les plus riches vers les pays vulnérables et à faible revenu. Qui aurait dit que la finance s'intéresserait un jour aux animaux sauvages? Eh bien, le sort des quelques 5500 rhinocéros noirs africains ne laisse pas la Banque mondiale indifférente. Elle va bientôt lancer une obligation dont le retour sur investissement sera déterminé par la croissance de la population des rhinos noirs de 2 réserves sud-africaines. Les montants en jeu représentent 65 millions de dollars et si l'obligation remporte du succès, elle pourrait être étendue au Kenya et à d'autres espèces animales. Depuis sa création en 1963, elle joue un rôle croissant dans le développement économique et social du continent. Je veux bien sûr parler de l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. C'est l'institution garante de la protection des inventions africaines et donc des investissements et transferts de technologies du continent. En rôle capital, comme l'a découvert Edmond Letsini, jeune ingénieur camerounais que nous avons suivi dans ce reportage. Regardez. Un cadre paisible à l'écart de Yaoundé, la capitale du Cameroun. C'est ici, au calme, qu'Edmond Letsini a élu domicile. Ingénieur électrique de formation, Edmond est inventeur. Il se consacre à la recherche depuis plus de 15 ans. Sa dernière invention, un filtre à eau adapté aux réalités du continent. Dans ma famille, il y a eu 3 de mes cousins qui ont eu des amibes, des crises d'amibes qui ont eu des opérations, alors que nous utilisions des filtres classiques avec 2 compartiments dont on utilisait les bougies. Et alors, je me suis posé la question, pourquoi en utilisant ces filtres, les amibes persistent? Mais l'eau était claire parce que ça filtrait bien les débris. C'est à base de ça donc que j'ai eu à concevoir ces filtres. Et je me suis basé sur le charbon actif de nos grands-mères qui nous donnaient quand nous étions tout petits. Utilisé comme médicament traditionnel, ce charbon actif permettrait aussi de filtrer les amibes et bactéries, contrairement à des filtres classiques bon marché. Plus efficace, ce filtre pourrait être vendu à partir de 2000 francs CFA, un prix abordable pour le porte-monnaie des populations. L'enjeu est de taille, car selon l'Organisation mondiale de la santé, 30 millions de personnes meurent chaque année d'épidémies ou contagions dues à la pollution des eaux. 6 années d'investissement et de recherche auront été nécessaires pour cette invention. Et même si le filtre est actuellement en phase d'étude dans un laboratoire, Edmond s'est rapidement tourné vers l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle pour déposer un brevet. L'OAPI, qui compte 17 États membres, a été créée il y a plus de 40 ans pour la protection des brevets, marques ou encore des dessins industriels. Et protéger son invention, ça veut dire tout simplement prendre 2 axes. C'est-à-dire qu'on évite d'abord que son invention soit exploitée de manière abusive par les tiers. Et d'autre part, on profite pour rentabiliser cette invention, soit une exploitation par soi-même, soit par des systèmes de contrat de licence avec les tiers. Je suis venu sur l'OAPI pour protéger, pour la demande de mon brevet d'invention, afin de bénéficier, afin de commercialiser. Et j'ai payé 22 500 parce que je suis mon pays est membre de l'OAPI, dont j'ai bénéficié de la subvention et ça m'a permis de donner 2 500 francs pour la brevetabilité de mon invention. La brevetabilité, c'est l'étape préalable au dépôt du brevet. Dans cette phase, l'OAPI étudie les caractéristiques de l'invention, mais surtout épluche les archives pour vérifier que quelqu'un d'autre n'a pas déjà, dans un passé récent ou lointain, déposé la même invention. L'organisation n'est donc pas seulement une chambre d'enregistrement, elle conseille et mène des études pour le compte de ses clients dans tous ses États membres où des représentations ont été créées.
Alpha Cissé est un inventeur malien résidant à Bamako. Il a été récompensé à de nombreuses reprises pour la création d'une machine à voter. Au niveau de notre pays, le Mali, on a une structure de liaison au niveau duquel nous sommes assistés. Donc on a été là-bas, faire les démarches, prendre les informations nécessaires et maintenant ils nous ont donné toutes les informations nécessaires pour nous permettre de remplir les conditions de brevetabilité. Une fois le brevet obtenu, la protection vaut pour les 17 États membres. Aujourd'hui, les sociétés étrangères sont les premières à s'adresser à l'organisation pour protéger leur invention et marque. Quant aux sociétés africaines, elles ont encore des progrès à faire pour prendre conscience des atouts de la propriété intellectuelle. Très souvent, à 80%, ils découvrent la propriété intellectuelle dans le cadre d'un contentieux, dans le cadre d'une contrefaçon. C'est à ce moment-là qu'ils se demandent, ils demandent ce qu'il faut faire et quoi faire pour les sortir d'affaires. Donc, ce n'est pas de manière préventive qu'ils se préoccuperont de la propriété intellectuelle, mais c'est plutôt de manière, j'allais dire, à terme curatif qu'ils viendront, qui se préoccuperont de la propriété intellectuelle. Cette méconnaissance se retrouve aussi au niveau politique. Les États n'ont pas suffisamment pris conscience de ce que la propriété intellectuelle pourrait leur apporter. Et c'est ce qui explique un peu que la propriété intellectuelle, que ce soit au niveau de sa vulgarisation, de l'exploitation de ses actifs, soit encore un parent pauvre dans cet espace OAPI. Son brevet en poche, Edmond sait bien que le chemin jusqu'à la mine d'or va être long, car la protection d'une invention à l'OAPI reste encore limitée au niveau international et elle ne signifie pas sa commercialisation. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec la filiale d'une société étrangère d'investissement intéressée par son filtre. Reste à convaincre les investisseurs du potentiel de son invention. À terme, c'est l'industrialisation dont il sera question. Et qui sait, peut-être, un nouveau produit 100% Made in Africa. Voilà, c'est le moment de récompenser les fidèles de Business Africa. À vous de répondre aux questions qui suivent. Si vous êtes tiré au sort parmi ceux ou celles qui auront donné les bonnes réponses, vous gagnerez 150 $. Il s'agit du jeu numéro 548. Tous à vos crayons, écoutez bien les 2 questions qui suivent et bonne chance à vous. Première question. Combien le Douala Grand Mall reçoit-il de visiteurs par jour? 10 000, 10 500, 15 000. Deuxième question. Qu'est-ce qu'un apatam au Togo? Un hôtel, une tente, un véhicule? Vous connaissez les réponses. Vous pouvez bien évidemment participer dès maintenant en allant sur notre site internet africaonair.com. Répondez aux questions, remplissez bien votre formulaire et bonne chance à vous. Surtout, n'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées, nom, adresse, téléphone, mail et le numéro du jeu auquel vous participez avec les réponses bien sûr. Ce jeu par exemple est le numéro 548. Le gagnant recevra 150 $ par mandat. Félicitations, vous avez donné les bonnes réponses de notre émission numéro 544. Le nom de notre gagnant s'affiche à l'écran. Petit rappel. Première question. Combien de bovins ont été touchés par l'épidémie de fièvre afteuse de 2008 en Afrique? Réponse, 8 millions. Deuxième question. Dans quel pays vit Agnès Jacob Molel? Réponse, la Tanzanie. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure, pour Initiative Africa. Nous retrouverons la seconde partie de l'interview de Frédéric Barbe, commandant de la frégate française Le Nivose, qui nous parlera de ses missions dans l'océan Indien. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet africaonair.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa TV Show. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.